Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre émission Actu en 7, qui chaque semaine donc reçoit des journalistes de la presse nationale, mais aussi des chercheurs, des intellectuels, des universitaires pour commenter l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par la crise au Burkina Faso. Comme vous le savez donc, l'indéboulonnable Blaise Compaoré est parti, a été chassé du pouvoir après 27 ans. Passé à la tête du pays des hommes intègres, après une ruée, après une insurrection des populations qui en avaient marre et qui ont chassé finalement leur président, bien qu'il parle de démission. Alors, qu'est-ce qu'on pense? Quelles leçons à tirer de cette crise au Burkina Faso? Est-ce qu'on a parlé, il y a 2 ans de cela, du printemps arabe? On n'est pas en train de vivre un automne africain. En tout cas, nous allons en parler tout à l'heure avec nos invités. Mais surtout, un deuxième thème, nous allons aborder cette décision du préfet de Dakar d'interdire toutes les manifestations jusqu'au 5 décembre. Raison, on parle donc du sommet de la francophonie. Est-ce normal? De quoi ont peur donc ces autorités qui ont décidé d'interdire les manifestations? Surtout que l'opposition réunie autour du Front patriotique pour la défense de la République a décidé donc de tenir un meeting le 27, pour ne pas dire le 21 novembre. Alors, pour débattre de tous ces thèmes, nous recevons sur ce plateau M. Karim Diakhaté. Il est journaliste, directeur de publication du magazine Afrique Perspective. M. Diakhaté, bonjour. Bonjour, M. Nesta. Pour débattre aujourd'hui de cette actualité, nous recevons aussi le docteur Abdourahmane Thiam. Il est docteur en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. M. Thiam, bonjour. Bonjour, M. Diop. Alors, il y aura aussi M. Hassan Sam, il est journaliste, il va s'installer bientôt. Mais je vais commencer par vous, M. Diakhaté. Après 27 ans donc, sans partage à la tête du Burkina Faso, l'indéboulonnable Blaise est parti après donc, une insurrection. Alors, quel commentaire cela vous inspire-t-il? Merci bien, Georges Nesta. D'abord, je commencerai par saluer tous les téléspectateurs et auditeurs de Walf. En fait, la situation au Burkina Faso découle d'une évolution qui devait être plus ou moins... Plus que l'usure du pouvoir, on sent que le pouvoir finalement de Blaise Compaoré a été, disons, aux oubliettes à cause d'un certain sens de la citoyenneté. De plus en plus, actuellement, on se rend compte que la jeunesse africaine, généralement, est portée vers le changement. Ce qui a fait que véritablement ça a été une nouvelle révolution. Et forcément, Blaise, le fait qu'il ait voulu trépatouiller la Constitution, a finalement eu raison de son pouvoir, quelque part. Parce que c'est vrai, vous l'avez dit, il a été indéboulonnable un certain temps. Il a quand même duré une trentaine d'années au pouvoir. Les 30 ans qu'il a fait avec feu Thomas Sankara et les 27 années qu'il a fait par la suite, les données et les 2 septennats également. Finalement, c'était trop. Et malheureusement, là où véritablement il a atteint le Rubicon, c'est quand il a voulu tripatouiller une nouvelle fois la Constitution. On peut dire que voilà, il était un coutumier des faits. Il a tripatouillé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il ne s'attendait pas véritablement à cette réaction des populations. Absolument. En fait, il est coutumier des faits. Il l'avait fait déjà en 99 déjà. Ils avaient fait en sorte que il n'avait pas la possibilité de se représenter. Au bout des 2 quinquennats, il avait dit qu'il allait de toute façon céder le pouvoir. Mais malheureusement, comme cela arrive très souvent, généralement nos chefs d'État prennent goût effectivement à ce pouvoir-là. Et il arrive au moment où les courtisans, les affidés ou autres partisans, davantage rester. Alors, docteur Abdourahmane Thiam, vous êtes spécialisé en sciences politiques. Alors, quel commentaire cela vous inspire, la situation au Burkina? Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de l'invitation. Je salue le président de votre groupe, El Hadji Sidi Lamine Niasse, et en même temps les téléspectateurs, et en clin d'œil aux populations de Diofior. Donc pour répondre à votre question, je commencerai à dire, en saluant aussi mon co-débatteur, Monsieur Diakhaté et Monsieur Samb qui vient de nous rejoindre. Je voudrais l'usure du pouvoir qu'a évoqué Monsieur Diakhaté tout à l'heure. Il faut dire qu'aujourd'hui on se confronte à une crise de l'État-nation en Afrique aujourd'hui. D'abord
cette crise peut être considérée à deux niveaux. Une crise d'adaptation, parce qu'on n'arrive pas à s'adapter à ce modèle, même s'il a été un produit de l'Occident, mais aussi il y a une crise d'appropriation. Donc on n'arrive pas donc, à s'approprier de cette institution. Donc souvent avec cette formule célèbre, les hommes passent, mais les institutions demeurent. Et au-delà de cette crise de l'État-nation, il y a aussi la problématique de la démocratisation en Afrique qui a été enclenchée depuis les années 90. On dirait qu'on est à un blocage. Pourquoi? C'est la question que je me pose. Et en réponse, je pourrais dire que cela est lié au comportement de nos chefs d'État. Ça, il faut le souligner, parce que souvent, il y a cette usure du pouvoir, mais il y a aussi ce problème du patrimonialisme, parce qu'on gère souvent le pouvoir comme un bien, ce qui interpelle d'ailleurs beaucoup de chercheurs à réfléchir sur la question et à proposer aussi des réflexions pertinentes. Voilà, si par exemple, du professeur Babacar Gueye, qui a réfléchi sur ce processus de démocratisation en Afrique, il relève à la fois les succès qu'on a notés, mais aussi les résistances. Pourquoi on n'arrive pas à s'adapter à ce processus? Voilà des questions qui sont d'actualité et que nous voyons aujourd'hui au Burkina. Un chef d'État qui est resté au pouvoir pendant 27 ans. Et on sait comment il est arrivé au pouvoir, par une procédure qui n'est pas démocratique. Justement, Hassan Sam, vous êtes journaliste, 27 ans au pouvoir, ce n'est plus une démocratie. Enfin, bien vrai qu'on peut être réélu une fois, deux fois, trois fois, mais comme le dit le célèbre chanteur Alpha Blondy, un président élu une fois, ça devient de la dictature, n'est-ce pas? C'est un peu compliqué. Merci Georges, merci. Je salue également mes amis qui sont là. Je m'excuse pour le léger retard, j'étais en bas, j'attendais tranquillement, pensant que vous n'avez pas encore commencé. Donc, effectivement, vous le disiez tantôt, je pense que je ne vais pas me répéter. Effectivement, il y a eu usure du pouvoir. Quelque part, 27 ans, les gens se sentent indispensables. Et il y a une personnalisation aussi du pouvoir, des institutions et tout. Il y a une sorte de démocratie à l'africaine, c'est-à-dire en quelque sorte les gens ont adapté cette démocratie-là à nos cultures, nos valeurs d'antan, à savoir les régimes autocratiques que nous connaissions à l'époque. Donc quelque part, je crois qu'il y a une certaine adaptation de tout cela. Les gens, à force de vous dire que vous êtes indispensable, votre entourage, que vraiment c'est avec liguey, ta mère a fait un bon travail, ton père et ceci, cela, et la personne se sent indispensable. Surtout qu'à un certain moment, Blaise avait revêtu le manteau de médiateur de la sous-région. Il se croyait peut-être indispensable pour j'allais en venir, d'ailleurs, quel médiateur? On disait même de Blaise qu'il quand il voulait, il pouvait déstabiliser des régimes. Les gens avaient peur, entre guillemets, de lui. Ils se méfiaient de Blaise, qui pouvait déstabiliser plus ou moins des régimes. Et donc, le gars se sentait véritablement indispensable. Mais il y a également une autre lecture qu'il faut faire. Je pense qu'il y a aussi un problème au niveau de la France-Afrique, même si la France-Afrique n'a pas complètement disparu. Parce qu'à un moment donné, on a ressenti quand même une volonté à Blaise de partir. Quelque part, on lui aurait même proposé d'occuper un poste au niveau international, etc., et avec l'appui des Français. Et qu'il aurait refusé, ce qui serait impassable il y a quelques années. Mais apparemment, il a voulu s'accrocher. Mais quand il s'est agi de partir également, la France-Afrique a joué, parce qu'il y a l'hélicoptère des forces spéciales, les gens l'ont encadré, l'ont extirpé de Burkina. Et donc, les gens aussi ont analysé un autre aspect. C'est le déclin du renseignement d'analyse. Quelque part, on a dit que au niveau de la France, de plus en plus, les spécialistes de renseignement reçoivent beaucoup d'informations, à l'image des journalistes d'ailleurs, mais de plus en plus, de moins en moins, ils ont la capacité d'anticiper sur les événements. Et donc, personne n'a vu venir pour l'Ukraine, personne n'a vu venir pour avec Blaise, mais le peuple, lui, savait ce qu'il faisait. Parce qu'il y a l'exemple du printemps arabe, il ne faut pas l'oublier. Il y a l'exemple du 23 juin sénégalais. Les gens savaient qu'ils pouvaient avoir quelque chose. Ils ont agi. Et je crois que Blaise ne s'est pas arc-bouté outre mesure.
au pouvoir, parce que ça aurait pu aboutir à un bain de sang. Il avait les forces spéciales de la présidence, il avait quand même des partisans dans l'armée, partout. Il était encore très solide. Mais peut-être là aussi, il faut peut-être lui tirer un tout petit peu le chapeau. Il a su partir, entre guillemets, même si par ailleurs... oui, même si par ailleurs, on peut déplorer ces 27 ans, mais tout en peut-être ce qui aurait pu le dédouaner un tout petit peu, c'est que quand même, vaut mieux avoir un président qui avoir une instabilité institutionnelle. Et je vous donne deux exemples importants. Le premier exemple, c'est l'exemple de l'Irak. Les Américains croyaient bien faire en faisant partir Saddam Hussein parce qu'il a duré au pouvoir. Aujourd'hui, c'est le chaos en Irak. Et c'est l'État islamique. En Libye, ils ont cru bien faire en faisant partir Kadhafi. C'est le chaos en Libye. Et parfois, il vaut mieux avoir un président qui dure qu'une instabilité institutionnelle. Voilà, Hassan l'a dit tantôt, Karim. Est-ce qu'aujourd'hui, on a eu le printemps arabe? Est-ce qu'on peut craindre aujourd'hui l'automne africain quand on sait que voilà, il y a déjà au Congo où Sassou Nguesso aussi qui est un doyen, un dinosaure qui s'apprête aussi à tripatouiller sa constitution pour se représenter encore, alors qu'il a bouclé presque la... On a entendu aussi l'opposition congolaise qui est en tout cas sur le pied de guerre pour dire alors, attention, nous allons faire comme les Burkinabés si Sassou Nguesso s'entête. Alors, est-ce qu'on peut... Il n'y a pas des Absolument. En fait, je pense que l'exemple burkinabé fera forcément boule de neige. Dans la sous-région. Surtout qu'on a des dinosaures comme ça. Mais comme bien sûr, déjà, il y a le cas béninois, voilà, qui n'est pas aussi, disons, qui ne va pas aussi plus loin. Boni Yaï n'a pas duré autant au pouvoir. Mais il avait l'ambition, certains lui prêtaient l'ambition de vouloir tripatouiller sa constitution. Mais il est sorti avant-hier, je crois, pour dire que non, finalement, bon, il allait, voilà. Il a appris la leçon. Forcément. Bon, il y a le cas de Faure, Gnassingbé, qui va également vers des échéances. En fait, ce qu'il y a d'extraordinaire, je suis presque persuadé que jusqu'à 24 heures de son exfiltration, Blaise était persuadé qu'il pouvait encore réussir à s'arc-bouter au pouvoir. Ce qui l'a fait fuir, en fait, c'est très simple. Les gens se sont massés à la place de la Nation, qui est distante du palais de Kossiam de près de 6 à 7 km, très loin. Mais les jeunes étaient tellement déterminés que les forces spéciales, quel que soit leur professionnalisme et autres, ne pouvaient pas les retenir. Il y aurait eu un bain de sang extraordinaire, il y avait eu déjà une vingtaine de morts. Finalement, Blaise, il a pris quand même cette voie de la sagesse. En fait, quelqu'un qui est juste à peu près à 3 km de l'aéroport, qui laisse l'aéroport de côté pour prendre la route de Pau, véritablement, c'était la débandade. Bon, maintenant, il y a un autre problème également. Blaise n'est pas parti. Yamoussoukro, c'est à 700 km de Ouaga. Il est en Côte d'Ivoire, certes, sa femme est ivoirienne, mais là également, les gens peuvent craindre éventuellement des résurgences en fait, parce que c'est un pouvoir qui est quand même, disons, il avait réussi un peu à pratiquement embrigader toute l'administration au Burkina. Déjà, là-bas au Burkina, actuellement, les gens parlent d'éviter la chasse aux sorcières. Pour dire... il est parti en Côte d'Ivoire parce que certains disent c'est un ami, entre guillemets, il a aidé en tout cas... Oui, mais en fait, on l'a dit, le président ivoirien est en train de rendre la chaleur. Mais en fait, bon, tout le monde sait que Blaise a été quand même le parrain de pratiquement toutes les, disons, petites affaires qui sont passées ici. On a vu son rôle en Sierra Leone, au Liban. Par la suite, il a fait de la médiation, c'est vrai, plus ou moins réussi en Côte d'Ivoire. Au Mali, c'était un peu, disons, ça ne marchait pas tellement. Au Togo également, il a essayé de le faire. Mais il avait réussi quand même à devenir incontournable. Il était véritablement devenu le parrain de la région. Bon, par conséquent, son départ va véritablement amener une certaine, disons, enfin, des mutations extraordinaires. Et il est évident que certains pays, en tout cas le Togo, le Bénin et autres, et même au-delà vers l'Afrique centrale, les gens vont en tirer des leçons. Très bien. Docteur Abdelrahmane Thiam, est-ce que le départ de Blaise peut sonner la retraite, en tout cas de ces tailleurs constitutionnalistes qui vous fabriquent tout de suite une constitution toute faite là, éternellement au pouvoir? Bon, je dirais que il y a certes un problème au niveau des constitutions en Afrique dans leur application, mais je ne pense pas que ce soit une retraite des constitutionnalistes parce que c'est le rôle d'analyser et de proposer
des lois fondamentales. Ça, on ne peut pas leur enlever ça. Mais ce que j'ajoute, c'est qu'en Afrique, il y a des risques non constitutionnels de constitution, non consensuels, des risques non consensuels de constitution. C'est-à-dire, souvent, les chefs d'État révisent les constitutions selon leurs propres desiderata. Et ça pose un problème, parce qu'une constitution doit, même si elle ne doit pas rester immuable, doit répondre quand même aux aspirations des populations. Et il faut en même temps poser des verrous constitutionnels. Mais on a vu que parfois, même des chefs d'État qui veulent faire sauter ces verrous. Et ça pose un problème à la démocratisation en Afrique. D'ailleurs, il y a un chercheur burkinabé, qui a réfléchi sur l'élection présidentielle de 2005 au Burkina, qu'il a qualifié de plébiscite par... Vous voyez, ce qui pose déjà un problème de légitimité, déjà de Blaise Compaoré depuis des années. Ça, c'est un problème. Maintenant, ce que je voudrais ajouter, c'est que certains chefs d'État, et même je dirais des acteurs politiques en Afrique, ne comprennent pas une chose. Il y a ce qu'on appelle le principe, du moins la dégénérescence des régimes politiques. C'est-à-dire, chaque régime politique porte en soi les germes de sa propre destruction. Vous voyez? Et partant, on voit que dans la pratique, les chefs d'État parfois prennent des mesures qui après font effet de boomerang. Au Burkina, Blaise Compaoré a voulu réviser, donc modifier cet article 37, et on a vu ce que cela a provoqué. Un soulèvement, une mobilisation collective qui signifie qu'il y a eu une accumulation de frustration, et à l'occasion, c'était l'occasion idéale pour manifester. Le peuple n'en pouvait plus. Le peuple n'en pouvait plus. Je me rappelle de l'affaire Norbert Zongo, quand ce journaliste qui enquêtait sur une affaire nébuleuse a été assassiné avec 3 de ses compagnons. On a vu l'émergence de mouvements sociaux qui s'appelait Trop c'est trop. Et après, cela a réveillé cette société civile au Burkina Faso. Donc il faudrait, à mon avis, que les chefs d'État quand même prennent en compte ces lanceurs d'alerte. Parce que sans cela, cette démocratie en Afrique sera, comme dit monsieur Samb, une démocratie à l'africaine. Mais bon, je dirais que, en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire, et cela soulève même une autre problématique aujourd'hui au niveau des chercheurs, c'est-à-dire le problème du nombre de renouvellement des mandats du président de la République en Afrique, qui, comme le professeur Babacar Gueye, qui pose donc dans le débat la question du mandat unique. Faut-il arriver à instaurer un mandat unique? Donc voilà, je pense que bon, c'est une piste intéressante de réflexion. La réflexion est en cours. Hassan, maintenant Blaise est parti, l'armée a failli un peu dévoyer cette révolte populaire en s'appropriant le pouvoir. Et maintenant, on peut dire, Dieu merci, ils sont revenus à la raison en promettant d'organiser des élections, de remettre le pouvoir aux civils. Alors, est-ce qu'on peut être confiant déjà? Parce qu'on a vu, ça s'est passé en Guinée avec Dadis Camara, il avait promis de repartir, mais on a vu la suite. Alors, est-ce qu'en Guinée, pas en Guinée, mais est-ce qu'au Burkina, on peut craindre, on peut avoir confiance à ces... Merci Georges. Ce qui s'est passé en Guinée était dramatique, pour ne pas dire pathétique. Quand tu voyais Dadis, tu avais envie de... Parfois on en pleurait, parfois on a rié, parfois on en pleurait. C'était terrible. Ce n'est pas la même chose qu'au Burkina, et ça ne sera pas forcément la même chose. Mais je trouve quand même que les militaires ont fait le rôle de gardien un peu des institutions dans une période de trouble. Je crois que le rôle était justement de veiller un tout petit peu à la stabilisation de l'État. Ça, c'est évident. Chacun a joué son rôle dans cette affaire-là. Il ne fallait pas laisser les militaires s'approprier
quand même une révolte populaire, victoire, oui. Ça c'est clair. Mais il ne faut pas aussi que l'armée laisse s'installer l'anarchie. Il ne fallait pas que l'Union africaine laisse quand même l'armée se pérenniser au pouvoir. Donc quelque part, chacun a essayé de jouer son rôle dans cette affaire-là et avec responsabilité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on en arrivera certainement à des accords, parce qu'il y a déjà un premier accord sur la transition. Il y aura certainement un autre accord pour trouver cette fois-ci, bien sûr, quelqu'un, un civil, qui va assurer la transition. Et ce n'est pas difficile au Burkina, certainement, de trouver un civil qui, certainement, ne va pas se représenter au pouvoir. Donc, il ne faut pas aussi... L'exemple mauritanien est là, je pense, avec Val. Je pense que tout ça, on peut méditer sur tout cela, arriver en consensus. Pour répondre à vos questions, je crois qu'on peut être optimiste pour la suite des événements. Je pense que chacun a été averti par des institutions assez fortes. Je crois et par le peuple aussi. C'est par le peuple qui est là, qui veille au grain. Ça veut dire quoi? Que ici, les contre-pouvoirs ont joué. Donc, à chaque fois que les contre-pouvoirs jouent, la démocratie marche. Là où la démocratie ne marche pas, que quand il n'y a pas de contre-pouvoir. Les gens font tout sur ce qu'ils veulent. Et là, je pense que ici, les contre-pouvoirs, aussi bien sur le plan national que sur le plan international, ont joué leur rôle. Voilà. Karim, il y a des raisons d'espérer que les militaires ne s'éternisent pas au pouvoir, ou bien... Non, bien sûr, parce qu'en fait, la donne a changé, effectivement. De ce point de vue-là, il faut voir comment l'armée a réussi un peu à faire l'unité. L'unité, en tout cas, entre les différentes forces, les différentes composantes, pour véritablement choisir le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida. Ce qui s'est passé, en fait, il y a eu déjà une cacophonie de départ. L'oublié, c'était autoproclamé au niveau de la place de la Nation. Quand le général Honoré Traoré également, c'était le matin, ce qui s'est passé, en fait, c'est que Honoré Traoré a été aide de camp, c'était le premier aide de camp de Blaise Compaoré quand il venait au pouvoir. Zida, lui, il était l'adjoint du général Diendéré, Gilbert Diendéré, qui est pratiquement, disons, le messie dominicien au Burkina. Parce qu'en fait, après Blaise, c'est lui. En réalité, c'est lui l'homme fort du Burkina. Donc Zida était son adjoint, mais Zida était, disons, aux antipodes des pratiques, en fait, d'après ce que les gens disent. Et quand Kwame Lougué, qui était porté par la foule, a voulu s'autoproclamer quelque part, l'armée s'est en tout cas revue pour le lieutenant-colonel Zida, qui bénéficie quand même, en tout cas, d'une certaine notoriété, d'une certaine crédibilité. Maintenant, est-ce qu'effectivement ça va donner quelque chose? Forcément, oui. Il n'est plus possible pour un pouvoir, qu'il soit militaire ou même politique, je ne sais pas comment le dire, il n'est plus possible pour des militaires de venir dire, écoutez, nous prenons le pouvoir et tout le pouvoir. Non. Vous savez, il y a eu déjà la première réaction de l'Union africaine pour les sanctions. La CEDEAO, heureusement, est venue pour dire que non, finalement, on vous laisse dérouler. Le lieutenant-colonel Zida, en tout cas, à les coups des franches, pour mettre en place donc, cette charte de la transition, d'autant plus qu'il a fait en sorte que même l'ancienne majorité et finalement... Voilà, justement voilà. Docteur, est-ce que l'ancienne majorité ne doit pas effectivement, parce qu'il y a certaines voix qui s'élèvent pour dire on va les écarter. Est-ce qu'on doit carrément écarter les compagnons de Blaise Compaoré de cette transition-là? Je ne pense pas. Peut-être que souvent, au départ, il y a souvent la passion qui anime parfois les acteurs, mais je pense que dans l'intérêt du peuple burkinabé et de sa stabilité, il faut quand même entreprendre un dialogue inclusif. Il ne faut pas écarter, en tout cas, certaines parties, même si c'est le camp au pouvoir. On a suivi l'évolution des événements. La société civile et l'opposition en tout cas, ont écarté toute participation camp au pouvoir de ce processus de transition. Mais à mon avis, il faut intégrer tout le monde. Et je pense que pour aller plus loin dans l'analyse, il faut peut-être dans ce rôle joué par les différents acteurs, revenir sur le rôle de la France dans cette affaire, comme l'a dit monsieur Yaraté tout à l'heure. La France exerce toujours cette tutelle sur ses anciennes colonies. Ça, il faut quand même le retenir. On a vu avec ce qui s'est passé lors de la crise ivoirienne. Aujourd'hui, on a vu passer au Burkina
avec l'évacuation du président Blaise Compaoré. Et ce n'est pas donc des paroles en l'air, ça c'est le président de la République française qui l'a dit depuis le Canada. Il a avoué ce rôle joué par la France dans cette évacuation du président Compaoré vers la Côte d'Ivoire. Mais au-delà de ce soutien, il faut quand même rappeler que la France quand même a souvent poussé un peu les régimes politiques en Afrique vers la démocratie. On se rappelle du sommet de la Baule, même si ça a été qualifié comme une sorte de conditionnalité démocratique, parce qu'il y avait l'aide publique qui était liée à ce processus de démocratisation. Mais quand même, il faut dire qu'il y a aujourd'hui en Afrique, et ça les chefs d'État doivent le comprendre, il y a un développement d'une culture politique et citoyenne, surtout au niveau des jeunes. On a vu ces mobilisations au Burkina et toute cette frange de la jeunesse qui s'est mobilisée a vu et est née donc, sous la présidence du président Compaoré. Donc tout cela interpelle notre conscience sur notre avenir, mais je pense quand même qu'il y a espoir dans la mesure où, compte tenu de la réaction qui a demandé à ce que la société internationale et les partenaires du Burkina ne prennent pas des sanctions, je pense qu'il y a un processus qui est enclenché et qui va dans le bon sens. L'essentiel, c'est qu'il faut rompre avec ces 48 ans quand même de gestion du pouvoir par les militaires. Il faut remettre ce pouvoir aux civils. Et je pense que c'est une occasion idéale pour ne pas décevoir surtout les morts, une trentaine de morts quand même, et une centaine de blessés. Quand même, il ne faut pas que leur bataille soit vaine. Donc je pense qu'à ce niveau, on peut quand même avoir de l'espoir. Hassan, notre président Macky Sall a été nommé président du groupe de contact. Oui, effectivement, il faudrait bien que le président Macky Sall, en tout cas, prenne sa véritable place dans ce que j'appellerais le leadership dans la sous-région. Il ne faut pas laisser faire. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, l'ambassadeur Lequen a eu d'ailleurs à lui reprocher cela en partant. C'est quand même regrettable. Je pense que le fait de laisser faire, laisser aller, ce n'est pas forcément bon. Le Sénégal a les atouts sur le plan militaire, diplomatique, sur le plan aussi des ressources humaines et tout, pour effectivement mener un certain leadership en Afrique. Et je crois que ça, il faut reprendre sa place. Il faut que le président Macky Sall travaille dans ce sens-là et aille de plus en plus dans le sens, effectivement, de la résolution des crises qui sont dans les pays qui nous entourent. Quelque part, lorsqu'il y a effectivement comme disent les anciens, si la case du voisin brûle et que vous laissez faire, vous risquez vous-même d'avoir votre maison qui brûle. À la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria sont en proie à l'épidémie d'Ebola. Il faut que effectivement le Sénégal mène un leadership, un certain plaidoyer au niveau des États pour accélérer la recherche, mais aussi pour l'encadrement des malades, mais aussi pour la prise en charge de tous ces individus-là qui sont quand même traqués, menacés par un virus. Et donc je crois que aujourd'hui, ce qu'a fait le président Macky Sall, c'est ce qu'il aurait dû toujours faire. On a trop laissé faire. Jusqu'à un moment donné, on a envoyé nos militaires. Malheureusement, certains ont perdu la vie et on s'incline devant leur mémoire, présenter leurs condoléances à leur famille. Mais on a tout laissé faire au Mali. Et ça, c'est pas bon. Jusqu'à recevoir des coques en jambes d'un ambassadeur qui part pour nous rappeler, pour nous réveiller un peu, pour dire, monsieur, mais réveillez-vous, grouillez-vous, vous avez tous les atouts, mais alors menez ce leadership-là. Je crois que le président Senghor l'a assez fait, le président Diouf de même. Le président Wade, Wade était une sorte de médiateur dans la sous-région. Sollicité. Macky, il est jeune. C'est vrai que je comprends, il n'avait pas beaucoup d'expérience au niveau des contacts sur le plan international. Je pense qu'il y avait un déficit à ce niveau-là. Mais de plus en plus, il y a de l'assurance. C'est qu'il a un rôle à jouer et qu'il doit se jouer. Voilà, donc on peut dire que le Sénégal est en train de reprendre sa place au sein de la diplomatie. En fait, on peut considérer que, disons, la désignation du président Macky Sall comme donc médiateur chargé de conduire cette
avec Burkinabé est une très bonne chose. C'est un succès diplomatique, aussi bien pour lui que pour le Sénégal. Bon, ceci d'autant plus qu'il faut se rappeler qu'il n'y a pas très longtemps, ça fait 1 an, lors de la crise en fait au Nord-Mali, le Sénégal avait été plus ou moins spectateur. Parce qu'en fait, à l'époque, quand il fallait créer la structure qui regroupait la Mauritanie, le Mali, l'Algérie, le Niger et même le Tchad, le Sénégal n'était pas là-dedans. Ce qui était quand même une erreur politique, enfin, je ne sais pas, ou diplomatique. Mais heureusement que, bon, Dieu a bien fait les choses au bon moment. Parce que quelques semaines juste avant le départ de Blaise, il y a eu des rumeurs donc, qui disaient que voilà, le président Macky Sall soutenait donc Blaise Compaoré, ce qu'il a refuté. Il a refuté en disant que non, en fait, qu'il s'agissait seulement de commentaires jetés à la presse et que c'était des affabulations. Là, on peut lui en prendre. Et puis, bon, considérer qu'effectivement, il a quand même un travail à faire, un positionnement surtout pour le Sénégal, d'autant plus que quelque part aussi, véritablement, si on regarde les chefs d'État de la sous-région, bon, quand même, il faut dire qu'il a quand même le bon profil. Oui, Dr Abdourahmane Thiam. Oui, je partage les propos et l'avis de mes co-débatteurs. Je pense que le départ de Compaoré a provoqué la distribution des cartes donc, au niveau de la sous-région. Parce que, quand même, qu'on le veuille ou non, Blaise Compaoré incarnait un certain leadership au niveau de la sous-région. Malgré une sorte de son passé, porte-parole de la France en Afrique. Voilà, malgré son passé, je dis souvent le putschiste qui s'est converti en démocrate. Mais il a toujours incarné ce leadership. Maintenant qu'on nomme le président de la République, M. Macky Sall, comme président du groupe chargé de suivre donc, ses travaux sur cette transition, je pense que c'est une bonne chose. En tant que Sénégalais, je m'en félicite. C'est un succès non seulement pour lui, mais aussi pour le Sénégal et sa diplomatie. Maintenant, ce qu'il doit faire, à mon avis, c'est de bien porter les habits de ce leadership. C'est ça qu'il doit faire, parce que le Sénégal a toujours joué ce rôle dans la sous-région et même sur le continent, de Senghor à Diouf jusqu'à Wade, avec son plan Oméga, le plan NEPAD avec le président Mbeki. Je pense que le président Wade aussi, dans la période récente, a joué ce rôle de leadership au niveau sous-régional et au niveau continental. Maintenant que le président m'a désigné, c'est une bonne chose. Il doit savoir fédérer quand même cette adhésion autour de sa personne, parce que c'est ça le leadership, et aussi réussir aussi cette médiation. Ça aussi c'est important. Et tout dépendra de sa démarche, la démarche qui sera entreprise. Mais à ce niveau, je ne pense pas qu'il y ait de problème dans la mesure où le Sénégal, quand même, est un pays reconnu en matière de diplomatie. Nous avons des diplomates très bien formés et c'est ça qui fait le Sénégal. Voilà, une dernière question sur ce chapitre-là. Les gens, déjà, il y a certains qui disent que Blaise doit être traduit en justice pour répondre de ces crimes. Est-ce que vous êtes d'accord? Pour parler déjà de traduction devant la justice, il faudra bien qu'il ait mené une enquête approfondie sur éventuellement des crimes contre l'humanité qui auraient été commis dans le cadre de son exercice. C'est vrai, tout le monde a assisté dans les années 80 à l'assassinat de Thomas Sankara. Ça nous a tellement heurté. Et je vous avoue que jusqu'ici, je n'ai jamais compris la passivité du peuple burkinabé ou sa complicité même. Ne serait-ce que par omission ou par passivité devant Blaise Compaoré. Je n'ai jamais compris. Quand même, ces jeunes officiers étaient arrivés au pouvoir pleins de fougue et de bonne volonté. Et ils n'avaient fait de tort à personne. On assassine ce gars-là. Blaise s'installe dans des conditions que l'on sait. Et aujourd'hui, on l'a laissé faire. Et là, j'avoue que je n'ai absolument jamais compris. Voilà. Mais maintenant, pour le traduire vraiment devant la justice, il faudra une commission d'enquête, voir est-ce qu'il y a une responsabilité au niveau des assassinats de Norbert Zongo, le journaliste, mais également d'autres actes. Et si ça mérite de le faire, eh bien, il faudra bien qu'il réponde. Karim? En tout cas, bon, en fait, il y a eu ce matin à Paris une manifestation d'une trentaine d'organisations
disons de Burkinabé et autres, pour en fait dire que Blaise est parti certes, mais le système demeure encore, le système Blaise. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous savez, moi j'aime pas tellement la Cour pénale internationale, avec véritablement tout ce qu'on dit par rapport aux présidents africains qui sont indexés, surtout que Uhuru Kenyatta a un peu offert comme agneau de sacrifice, mais il est clair que sur beaucoup de dossiers assez nébuleux, certainement Blaise devra répondre. Ouais. Il devra répondre, selon vous, Dr Abraham Tiam? Je pense que, comme en matière de procédure pénale, il faut d'abord une enquête. Mais il y a des faits qui sont là, très têtus, et qui ont amené certaines organisations du droit de l'homme à commencer à penser donc, à une traduction de Blaise Compaoré devant la CPI. Je pense que c'est un travail qui devra se faire de manière objective et sans parce que quand même quand on est sans vengeance. Voilà. Bon, sans esprit de vengeance. Parce que bon, quand on gère, on devient comptable aussi à la fin. Voilà, nous allons aborder donc le dernier point de cette émission avec nos invités pour parler donc de cette interdiction de manifester jusqu'au 5 décembre qui a été décrétée par les autorités. Alors Hassan, de quoi ont peur en tout cas ces autorités au Sénégal? Pourquoi interdire les manifestations jusqu'au 5 décembre? Je n'en dirais pas moins que ce qu'ont dit les droits de l'hommistes. C'est fait que la Commission des droits de l'homme dirigée par Alioune Tine et aussi Gassama, l'Amnesty International. C'est dit Gassama. Je pense qu'ils ont fait des sorties pour dire qu'ils ne sont pas. Et je pense que c'est effectivement l'opinion la plus partagée. Il est clair que l'État, dans cette affaire-là, a commis quand même une erreur. Celle-là qui consiste à penser que la démocratie ne va pas de pair forcément avec les manifestations, ou bien avec, en tout cas, les manifestations dans les rues. Et donc, à chaque fois qu'il y a des organisations internes, des tenues de sommets internationaux, eh bien, ce n'est pas commode de tenir. Alors que, quand Wade était là, je crois que les gens rappellent la manifestation du 3 avril 2010, eh bien, il y a les gens ont eu à manifester devant tout le monde. Et ce que le régime doit savoir, et il le sait, je sais qu'il le sait, c'est que les gens, ceux qui viennent à Dakar, d'où ils viennent, qui arrivent à Dakar, sont informés de ce qui se passe. Absolument. Ils savent pertinemment ce qui se passe. Ce n'est pas la peine de leur cacher les choses, ou bien d'essayer de leur... C'est justement cette stratégie, comme si on serait dans un petit village fermé. Ce n'est pas cela le monde. Aujourd'hui, tous les diplomates sont là pour ça. C'est pratiquement des États. De toute façon, ils savent que l'ancien président Abdoulaye Wade est vraiment sur le pied de guerre. Ils savent qu'il y a le 21 novembre qui a été projeté depuis longtemps, un meeting. Voilà. Ils savent qu'il y a des manifestations. Ils savent que l'État a dit qu'il ne va pas permettre qu'il y ait des manifestations. Ils savent que l'État est frileux pour ce qui concerne les manifestations populaires. J'ai un sentiment que Macky est quand même réfractaire à une opposition. Macky est également réfractaire aux manifestations publiques. Et je crois qu'il doit apprendre, même s'il est jeune au pouvoir, il doit apprendre à accepter et simplement à intégrer ces éléments-là qui font partie de la démocratie. On a été particulièrement virulent contre le régime de Wade. Ça, il ne faut pas le nier. Aussi bien la classe politique que la presse, tout le monde. On a été particulièrement virulent. Il faudra aussi que Macky pense qu'il peut se dédouaner en essayant de mettre tout le monde dans un groupe qu'on appelle Benno Bokk Yakaar, en essayant de recruter pas mal d'éléments de la société civile, en essayant d'influencer un tout petit peu la presse. Mais tout cela, ça n'aboutira pas au fait que les gens devront jouer leur rôle qui est de se mettre à carreau et ne pas manifester. Non, l'opposition va s'opposer et la presse va critiquer. Absolument. Karim, certains du pouvoir disent par exemple qu'il est indécent, par exemple, qu'au moment où le Sénégal reçoit des invités de marque, que les gens viennent ternir l'image du pays. Oui, mais quand même, il y a quand même un certain parallélisme des formes à respecter. On se rappelle que ce pouvoir qui était à l'époque dans l'opposition avait manifesté lors du sommet de l'OCI en 2008 et lors de l'inauguration du monument de la Renaissance en avril 2010. Ça, tout le monde s'en souvient. Non, je pense qu'il faudrait, comme l'a dit d'ailleurs un responsable de l'APR, du parti au pouvoir, apporter une réponse politique à ce défi politique
du Parti démocratique sénégalais. C'est quoi, une réponse politique? Absolument, une réponse politique, c'est éventuellement manifester un autre jour, montrer effectivement qu'on a aussi les forces. Comme Wade l'avait fait avec l'opposition. Démonstration de force sur la VDN, l'opposition a manifesté. Wade a dit, voilà, il va contre-manifester. En fait, de toute évidence, une manifestation qui se tient dans un endroit, disons, où ils sont confinés, à des horaires qu'ils devront respecter. Mais ça ne peut pas nuire à notre démocratie. Au contraire, je pense d'ailleurs que le président Macky Sall a beaucoup à gagner en laissant effectivement l'opposition manifester. Cela va redorer l'image de marque de notre pays au plan démocratique. Et voilà, ça se fera en une journée et puis c'est fini. Quelque part, les gens se compteront, certainement. Ça ne fera pas plaisir à d'autres. Mais bon, la réponse politique, c'est ça. Montrer également qu'on a des gens. Parce que de toute façon, quand les gens iront à Diamniadio pour accueillir les invités autres, il faudra déplacer des foules pour véritablement montrer l'enthousiasme. Donc par conséquent, je pense que le 21 novembre devrait quand même... Docteur Abdrahmane Thiam, est-ce qu'il ne faudrait pas... Est-ce que manifester le 21 novembre, c'est ternir l'image du Sénégal devant ces autres honorables présidents qui seront là? Je ne pense pas. Parce que, comme on dit souvent, la démocratie ne doit pas se résumer à l'électoralisme. Il faut aussi l'expression des libertés. Et on sait qu'au Sénégal, le droit de marche a été constitutionnalisé depuis la constitution du 7 janvier 2001. La constitution qui est en vigueur. Donc ça, c'est un droit reconnu aux citoyens. Et souvent, on spécule trop sur une demande d'autorisation. En fait, ce n'est pas une demande d'autorisation qu'on doit faire. On fait une déclaration. Voilà la question. Pourquoi alors refuser cette manifestation du PDS? Moi, en tout cas, je ne partage pas cette interdiction. Et souvent, il y a des chercheurs qui souvent s'interrogent sur le pourquoi des mobilisations collectives. Why men rebel? Pourquoi les hommes protestent-ils? Pourquoi le PDS aujourd'hui se radicalise sur cette question de la mobilisation du 21, sa manifestation du 21 novembre? Je pense que le PDS a accumulé pendant 2 ans une frustration. Il y a un sentiment de frustration accumulé depuis 2 ans parce qu'il y a eu une succession d'interdictions de manifestations. Je pense que ce n'est pas quand même faire honneur à la démocratie sénégalaise. Je pense qu'il faut quand même que les autorités gouvernementales autorisent, laissent du moins, acceptent cette manifestation. Parce que Diamniadio est loin de Dakar. Les gens évoquent des raisons sécuritaires. Bon, raisons sécuritaires, ce qu'il faut faire, je pense que vaut mieux exceller dans l'encadrement des manifestations que dans leur interdiction. Je pense que, en tout cas, c'est mon sentiment profond. Et ce que je voudrais ajouter peut-être, c'est que, en tout cas, on est aujourd'hui dans une lutte de positionnement. Parce que le PDS aussi, en tant qu'opposition principale aujourd'hui, a besoin aussi d'internationaliser aussi ce conflit, qu'on appelle cette mise en scène du politique. Et je pense qu'à ce niveau, il faut quand même reconnaître les droits reconnus à l'opposition de manifester. Donc c'est un droit constitutionnel. Surtout que le PDS cherche à une certaine visibilité avec la presse internationale qui sera là, certainement. Forcément. Oui, en fait, c'était pour lui dire que la date n'est pas fortuite. Ça a été calculé et c'est fait effectivement pour ça, parce qu'il y a des enjeux politiques. C'est tout. Derrière, il y a... qui toujours est là. Et je crois que c'est vrai, le PDS a des contradictions. C'est d'abord le problème du leadership, le rassemblement du parti après la défaite et tout. Les gens qui créent des courants, des partis qui partent. Le président qui est trop vieux, on ne sait pas qui va le succéder. Un coordinateur qui n'a certainement pas tous les pouvoirs. Mais malgré tout, il y a le procès de Karim qui est là et qui fait que tant que effectivement Karim sera en prison ou en procès, il ne faudra pas s'attendre à un rapprochement entre Wade et Macky. Ça, c'est clair. Et Wade doit déployer maintenant des stratégies allant dans le sens de contrecarrer Macky. Et il l'a fait avec des révélations fracassantes que l'on sait. Et c'est certainement ce qui fait monter l'adrénaline entre les deux camps. Et ça va continuer crescendo d'ici quelques temps. Voilà. Chers invités, c'était tout pour
Actu en 7 qui avait le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Hassan Sam, il est journaliste avec son confrère Karim Diakhaté, le directeur de publication du magazine Afrique Perspective. Avec eux, on avait aujourd'hui un universitaire, Abdourahmane Thiam, qui est docteur en sciences politiques. Nous avions débattu aujourd'hui donc de la crise au Burkina, mais surtout de cette interdiction des autorités de manifester au Sénégal jusqu'au 5 décembre. Parce que, disent-ils, la francophonie oblige. Merci à vous, chers téléspectateurs, auditeurs de WAF TV FM. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Passez un excellent week-end.